Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce vendredi 13 janvier. La région Grand Est a son nouveau président. Ce vendredi, Franck Leroy, candidat de la majorité et maire d'Épernay, a été élu au sein du conseil régional. Il succède à Jean Rotner, démissionnaire en décembre dernier. Nous reviendrons également sur les vœux de début d'année de François Grosdidier en tant que président de l'Eurométropole de Metz. Bilan 2022 et perspectives pour 2023 sont au programme. Et puis les boulangers sont dans le pétrin. Entre la crise énergétique et l'inflation, certains arrivent à s'adapter, d'autres mettent la clé sous la porte. C'est notre grand format de la semaine. Samedi, le ciel sera couvert toute la journée avec quelques pluies éparses qui se renforceront petit à petit. Comptez 4 à 5 degrés au réveil et jusqu'à 12 degrés au maximum. Dimanche, une amélioration se fera sentir. Cette météo mitigée ne vous fait pas peur, alors il en sera peut-être autrement pour la 7e édition des Nuits de la Lecture, un événement qui se tiendra du 20 au 22 janvier dans les médiathèques de Metz et qui a pour thème cette année la peur, justement. Un événement que nous allons détailler avec vous. Patrick Thiel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjoint au maire de Metz en charge de la culture. On vous retrouve très rapidement, juste après avoir développé le reste de l'actualité. Après la démission de Jean Rotner en décembre dernier, le Grand Est a son nouveau président. Favori du scrutin, le macroniste Franck Leroy l'a emporté ce vendredi grâce à un large soutien de la droite et du centre. Estimant que le périmètre de la région n'est plus un sujet, l'élu champenois veut être un président au service des 5,5 millions d'habitants du Grand Est, frappé de plein fouet par la crise énergétique. Les explications de Fanny Bragard. Plongé dans les dossiers urgents de la région, Franck Leroy a assuré l'intérim après la démission surprise de Jean Rotner. Il lui succède désormais officiellement. Dans un hémicycle acquis à la droite, les 169 conseillers régionaux ont sans surprise porté le centriste à la tête du Grand Est. Avec 96 voix, Franck Leroy fait le plein dans la majorité régionale. Pour ne pas crisper ses collègues républicains, l'ex-maire d'Épernay a quitté le parti Horizon. Une volte-face dénoncée par le Rassemblement national. Ça montre bien que la candidature pirate, je dirais, de M. Leroy, qui est un candidat macroniste qui veut se faire élire par l'opposition de droite, tout ça est un peu abracadabrantesque, eh bien il y a certaines personnes qui résistent à ce hold-up, à cette piraterie que les LR font en donnant les clés de la région à la Macronie. Affaiblie, la gauche n'a présenté aucun candidat. Sans calcul politicien, ces élus prônent une opposition constructive afin de répondre aux préoccupations quotidiennes des 5,5 millions d'habitants du Grand Est. Ce moratoire sur les lycées, c'est aussi une occasion qui lui est offerte de montrer qu'il est effectivement un homme de dialogue et d'ouverture. Il devra faire avec cette majorité qui est plurielle et qui peut-être ne lui laissera pas les coups des franges. Donc ça ne va pas être facile pour lui. Je lui souhaite bon courage. Mettant en avant son indépendance d'esprit, le champenois assure que la majorité saura faire de sa diversité une force, au service d'une région unie dans le développement de ses territoires. Je veillerai évidemment à un strict équilibre entre nos régions. Grâce au Grand Est, la Champagne-Ardenne a beaucoup progressé, la Lorraine aussi. Et quand on voit les chiffres qu'on peut produire également pour l'Alsace, on se rend compte qu'on a grosso modo investi 2 fois plus que du temps de nos anciennes régions. Donc personne n'a perdu au Grand Est et je ferai en sorte de le démontrer à chacun. On a un merveilleux programme à mettre en œuvre. Voilà, il faut se mettre au boulot maintenant. Précarité énergétique, mobilité propre, formation et accès à l'emploi, la feuille de route est longue, mais la fin de la gouvernance alsacienne permettra peut-être au Grand Est d'avancer plus sereinement. Franck Leroy, le nouveau visage donc de la région Grand Est, ancien vice-président en charge de la cohésion territoriale et désormais ancien maire d'Épernay. Qui est vraiment Franck Leroy? Quel est son parcours, son caractère, ses traits de personnalité? On apprend à le connaître avec Jean Milon. Humaniste, à l'écoute, simple, voilà les qualificatifs utilisés ce matin par les proches politiques de Franck Leroy. Travailleur, intelligent, serein. C'est quelqu'un qui sait garder ses nerfs. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de soin à l'autre,
au dialogue avec l'autre et à la nécessité d'avoir un échange. Faire confiance aussi, ça c'est une de ses qualités, c'est de savoir aller chercher chez les gens les compétences des gens, leur faire confiance et emmener encore plus loin la majorité et le groupe et la région pour nous demain. À l'origine, Franck Leroy n'a pas d'attache avec cette grande région. Né à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, où il obtiendra une maîtrise de droit, il rejoint d'abord la capitale et Sciences Po. Sa carrière politique commence alors en 1983. À l'époque, il est assistant parlementaire du sénateur Henri Elby. C'est seulement 4 ans plus tard qu'il quitte tout pour la Champagne-Ardenne. En 2000, après 10 ans en tant que directeur de cabinet de Bernard Stasi, maire d'Épernay, il enfile logiquement l'écharpe. 22 ans plus tard, il quitte ses fonctions avec le sentiment du devoir accompli. Franck est maire d'une commune Épernay qui a su se développer, mettre en avant tout l'attrait touristique lié à l'onotourisme, autour de l'univers du Champagne. Donc ça, Franck a très bien su le faire. Et puis il y a toute une agglomération qui est le pays d'agglo d'Épernay qu'il préside. Quand on est élu avec un très fort pourcentage aux dernières municipales, on peut penser que Franck Leroy fait plutôt l'unanimité. Je crois que c'est un maire attentif. Je me suis déjà promenée, j'ai déambulé avec lui à Épernay et je dirais que sur le chemin de notre déambulation, au moins une trentaine de Sparnassiens disaient « Bonjour Franck » et ça veut tout dire. Marié, père de 3 enfants, ce tout juste soixantenaire est au pied désormais d'un immense défi, la présidence de la région Grand Est. Le temps nous dira si ce champenois convaincu arrivera à rassembler davantage que ses prédécesseurs alsaciens. Depuis le 11 janvier, les contrôleurs de bus de l'Eurométropole de Metz disposent d'un nouvel outil, les caméras piétons. Présentées lors d'une conférence de presse ce vendredi matin, ces caméras remplissent avant tout un rôle de protection et de sécurité pour l'agent de vérification face à d'éventuels débordements. Une expérimentation qui se terminera en juin 2024. Reportage d'Aymeric Guillaume. Bonjour, contrôle des titres, s'il vous plaît. Désormais, la vérification des titres dans les transports en commun peut être filmée. Depuis ce mercredi 11 janvier, les contrôleurs de l'Eurométropole de Metz disposent d'un nouvel équipement, les caméras piétons. Si elle n'est qu'un outil d'accompagnement, cette caméra est une prévention contre d'éventuels débordements qui montre déjà de premiers effets. Ça fait 3 jours que je la porte et je vois que les gens sont beaucoup plus calmes. En fait, ils ne savent pas, il faut très bien qu'il y ait une caméra, sauf qu'ils ne savent pas du tout le fonctionnement et ce qui se passe exactement, s'ils sont filmés en permanence ou pas. Donc les gens, on peut contrôler tranquillement sans qu'il y ait des commentaires ou des mots qui peuvent dépasser leurs pensées. Et c'est plus calme, c'est beaucoup plus calme. Ça apaise la situation. Voilà, ça apaise et nous, on peut travailler tranquillement et tout se passe bien, donc pourvu que ça continue. Le réseau de transport Le Met a présenté ce nouveau dispositif ce vendredi. Pas moins de 12 caméras sont mises à disposition, soit une caméra piéton par équipe de 2 agents. Cependant, cette mesure est très encadrée par la loi. Pas question de filmer en continu et encore moins sans être prévenu. Si la prise d'image est légale, elle ne le sera que dans les lieux en relation avec le service. Loin de toute surveillance, cette installation est simplement une mesure de sécurité. Tout simplement pour améliorer la sécurité du personnel. C'est le but premier de cette opération, de façon à ce que les vérificateurs de titres en situation de lutte contre la fraude n'aient pas de conflit avec les contrevenants, il y en a parfois. La prise d'image est contrôlée et conservée pour seulement 30 jours. Outre l'aspect technique, c'est un aspect humain qui est défendu ici. A noter que l'expérimentation de ce dispositif n'aura lieu que jusqu'en juin 2024. Hier soir, le président de l'Eurométropole de Metz, François Grosdidier, a présenté ses vœux face aux élus locaux à Marly. L'occasion de faire le bilan de l'année écoulée et de penser également à l'avenir. Regardez. Nous avons un cap, alors nous le tiendrons, quel que soit le mauvais temps. Bonne année à tous. Dans un discours très détaillé, François Grosdidier a présenté ses vœux en tant que président de l'Eurométropole de Metz. Entouré d'élus, il est revenu sur une année de fraternité avec l'Ukraine, une solidarité qui ne s'estompe pas en ce début d'année. Depuis décembre, le maire de Tchernivtsi nous demande des générateurs électriques et en nombre. Alors, mobilisons-nous. Face à une salle attentive, François Grosdidier a présenté une vision à long terme. D'ici 2030, l'Eurométropole veut se concentrer sur sa mobilité. Un mix de mobilité plus douce et propre, mais sans exclure personne, ni rendre la vie impossible à quiconque.
ni non plus couper la métropole de sa périphérie. L'attractivité touristique, le développement économique ou encore la transition écologique resteront des enjeux majeurs pour 2023. Un discours qui a semblé plutôt séduisant. Discours encourageant, il faut se souvenir d'où on vient, il faut se souvenir de l'année 2022 qui est une bonne année plutôt générale sur l'Eurométropole pour le tourisme. La métropole, quelles que soient les difficultés qui sont les siennes, elle souhaite avancer. Plein d'engouement pour l'Eurométropole, de projets novateurs et innovants. Une belle vision de l'avenir avec beaucoup de dossiers. Un message de fond tout aussi important que la forme, car les vœux restent une tradition très attendue. C'est une tradition qui revient avec 2 ans d'absence. L'occasion de rencontrer tous ceux qui participent et qui prennent des responsabilités. Ce sont des retrouvailles, c'est aussi pour évoquer des projets ensemble. Surtout un moment d'échange et puis une sorte de boîte à outils pour les mois et les années qui viennent. Un moment de convivialité, certes, mais ces élus n'oublient pas que 2023 comportera son lot de difficultés. Il faudra alors passer des mots aux actes. Politique toujours avec les élections départementales partielles du canton de Sarralbe. Sonia Bourbure, maire du Val de Guéblange, et Laurent Ménière, maire de Racrange, se présentent également, soutenus par la majorité, une candidature qui veut préserver la ruralité, les transports et la proximité. On a un contact avec l'humain qui est énorme. Dans les petites communes, on connaît tout de leur vie pratiquement de nos administrés. Et si on s'engage là-dessus, c'est qu'on aime ça aussi. C'est qu'on est proche des gens. Quels sont leurs besoins, leurs préoccupations, et en amenant tout ça à Metz, au conseil départemental, en essayant de débattre, donc défendre la ruralité, faire entendre notre voix. On va, nous, s'adapter à ce qui existe déjà et continuer ce qui a été démarré. C'est-à-dire il y a eu plein de choses déjà en faveur des collèges ou de nos écoles d'ailleurs rurales. L'infrastructure routière pour moi a une grosse importance parce que qui dit infrastructure routière dit aussi économie. Si on arrive à avoir de belles routes, ça fait aussi beaucoup. Je veux dire, ça fait venir aussi des entreprises, ça fait aussi ne pas faire partir des entreprises. Donc tout ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc on va aussi se battre par rapport à ça. Pour rappel, 4 binômes se présentent pour ce premier tour le dimanche 15 janvier. Celui que vous venez de voir, mais aussi Pierre-Jean Didiot et Laurence Borisiac, Jean-Michel Schmitt et Florence Renard. Ce sera pour la première fois sous l'étiquette NUPES. Et un binôme RN, Neila Hénard et Adrienne Sommer. Ce qui pèse aussi dans l'actualité, c'est cette crise énergétique qui n'épargne aucune profession. On en parle dans notre grand format. Faire du pain frais et croustillant, c'était le rêve de ce boulanger. Donc nous, on a environ 600 baguettes par jour. Après des années de travail, il a ouvert sa propre boulangerie en août dernier à Auny. Moi, c'était un rêve que j'avais depuis petit. Quand j'ai eu les prix, après, j'avais tout de suite déchanté, mais après, voilà, on a fait avec et puis on s'en sort bien quand même encore aujourd'hui. J'arrive à payer tout le monde, mais bon, c'est vrai qu'on serre un peu la ceinture. Si la facture de l'ancien propriétaire atteignait les 1 200 €, celle de l'artisan grimpe à 4 000 €. Voilà, c'est mon four qui consomme le plus. On est sur du 30 kVA. Il est 100% électrique, alors c'est pour ça que j'ai arrêté de cuire l'après-midi. Pour diminuer cette facture, j'ai réussi à économiser du coup quand même 500 €, c'est pas négligeable. Pour faire quelques économies supplémentaires, le prix de la baguette a augmenté de 5 centimes. Même constat dans cette boulangerie de Montigny-lès-Metz. La tradition est passée d'1,10 € à 1,15 €. Une hausse devenue inévitable face à la flambée du prix des matières premières et de l'énergie. On constate quand même une forte hausse sur le tarif de jour de l'ordre de x10. 775 € le mégawattheure. Pour nous, c'est même plus rentable d'allumer le four et de cuire du pain. Alors pour survivre, ce boulanger a modifié ses habitudes pour la nouvelle année. On va d'abord sortir les petits pains de en haut. 5 heures passées et le four tourne à plein régime depuis 2 heures. Avant, on commençait à cuire à 6 h du matin. Et actuellement, on a reculé, on démarre à 3 h du matin pour bénéficier du tarif de nuit et avoir fini toutes nos cuissons pour 7 heures. Le tarif de nuit, il est 2 fois moins cher que la journée. C'est quand même malgré tout 5 fois plus qu'avant, mais on subit quand même les majorations d'heures de nuit. Résultat, les 500 baguettes confectionnées chaque jour ne sont plus cuites au fil de la journée,
Mais toute la nuit, jusqu'à 7 h du matin. C'est 23 000 watts le gros four. Du jamais vu en 20 ans de carrière. On n'a plus la fraîcheur d'un produit cuit tout au long de la journée. Et on peut difficilement gérer les invendus parce qu'on est obligé d'essayer de prévoir les quantités et c'est compliqué de savoir ce qu'on va vendre sur la journée. Si pour ce boulanger, l'avenir est encore flou, pour d'autres, tout s'est arrêté brusquement. La seule boulangerie de Bourg-Galtroff, 300 habitants, a fermé ses portes début décembre. Je n'ai même pas de mots pour décrire le sentiment qu'on ressent à ce moment-là. Moi honnêtement, c'est un crève-cœur. Hein. C'est tout le travail d'une vie qu'on se donne là-dedans. C'est nous, en tant que boulanger, comme tous les confrères, on fait 80-90 heures semaine. Moi, c'est tout le travail de ma vie, tout mon rêve qui est parti en fumée, j'ai envie de dire. Lui qui avait fait sensation avec ses pâtisseries coquines a été fortement fragilisé par l'envolée du prix des matières premières. Une situation qui s'est aggravée à la rentrée. Ce qui m'a tué, c'est le 1er septembre, les factures d'énergie, le renouvellement du contrat qui est tombé. Donc moi, j'ai fait x 350%, donc à partir du 1er septembre. Donc du coup, on a continué encore octobre, novembre et début décembre. Mais voilà, on n'a pas pu continuer plus loin. On a économisé comme on pouvait pour payer ces factures d'énergie qui étaient faramineuses. Donc on a licencié, on s'est levé plus tôt. Mais au final, tout ce qu'on économisait partait dans l'énergie. Écœuré, il a décidé de quitter le secteur de la boulangerie après 5 ans d'activité. La profession est plus que jamais obligée de se réinventer pour exister. Près de 6 millions de personnes jouent chaque vendredi 13 et vous faites peut-être partie de celles et ceux qui ont participé au loto ou encore gratté quelques tickets aujourd'hui. Jour de chance ou pas, on vous a posé la question au Seven Casino d'Amnéville. Ça peut être en fait deux choses différentes. Ça peut être la chance, puisqu'on a joué au Super Loto, qu'on espère gagner. Et puis ça peut être aussi une journée qui commence pas bien. Donc c'est vraiment les deux choses en opposition. J'ai essayé de jouer, mais je n'ai jamais rien gagné. Je suis parti des pas chanceux. Je suis née à 13, donc ça représente quelque chose de particulier. Maintenant, chance ou pas chance, on verra. Le vendredi 13 ne représente rien pour moi. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui fait attention aux dates. Par contre, je suis quelqu'un qui fait attention aux chiffres. Déjà, ma maison a le numéro 13. Alors, c'est peut-être un porte-bonheur. Pour moi, un jour comme un autre. Je ne viens pas plus parce que c'est le 13 que si ce n'est pas le 13. Quand je me fais soigner, je viens ici pour me changer les idées. Voilà. Alors, est-ce que ça marche au final ? Eh bien, écoutez, vous me donnez votre numéro de téléphone. On a joué au Super Loto, je vous rappelle, et je vous convie au champagne. Et on espère vivement qu'ils gagneront le gros lot. De votre côté, vous ne savez pas quoi faire ce week-end ? Eh bien, Emma Facchetti a quelques idées pour vous. Bonsoir Emma. Bonsoir. Vous faites la part belle au sport pour ce week-end, à commencer par la Noctirun. Et oui, la Noctirun va challenger les férus de course à pied. La seconde édition de cette course mythique revient ce dimanche. L'événement avait réuni 1000 coureurs l'an passé. Comme vous le voyez sur ces images, lampe sur le front, les coureurs s'élanceront de la cathédrale et déambuleront ensuite dans les rues messines. Côté parcours, vous avez le choix, 1,5 km ou 3 km pour les plus de 10 ans, 5 ou 10 km pour les adultes. Départ prévu pour les jeunes à 16h15 et pour les adultes à 17h, comptez entre 5 et 12 € selon les courses pour participer à l'événement. Et n'oubliez pas de vous inscrire sur le site lesportif.com. Et qui a dit que le sport ne pouvait pas se pratiquer en famille. Et oui, on peut passer un bon moment en famille tout en faisant du sport, et pas n'importe lequel, le yoga. Cette discipline qui agit sur notre corps et notre esprit grâce à des exercices physiques et de méditation. Samedi de 14h à 15h30, parents et enfants âgés de plus de 5 ans sont conviés à participer à un moment privilégié au complexe du Bon Saint-Martin. Au programme, quelques postures de yoga, des exercices de respiration et de relaxation pour
Pour assister à cette activité relaxante, comptez 15 € par famille. Et après le bien-être, on s'envole avec un sport atypique, le Quidditch. Et oui, le Quidditch, c'est un sport que les fans d'Harry Potter connaissent bien. C'est un mélange entre le rugby, le handball et la balle aux prisonniers. Les règles sont simples, 2 équipes de 7 s'affrontent pour marquer un maximum de points, tout en ayant un bâton entre les jambes, clin d'œil au fameux bâton des sorciers. Alors pas de panique, si cette activité se fait dans la saga, si cette activité se fait dans la saga dans les airs, c'est bien sur la terre ferme qu'elle se déroulera dimanche à 9h sur le terrain situé au bout de la rue des Tunnels à Amécourt. Le Copper Fox Club Messin sera présent pour vous initier. Cette activité magique est ouverte aux enfants et aux adultes. Il y a de quoi faire, plus qu'à enfiler nos baskets. Merci beaucoup Emma. Pour la suite, si vous souhaitez vivre encore une nouvelle rencontre sportive, nous vous proposons du basket ce samedi à 20h au complexe Saint-Symphorien. Un match de haut vol entre les joueurs de Metz-Canonniers, 5e en National 2, et les Alsaciens du VOSP, premiers du classement. Une rencontre de haut de tableau, synonyme de participation aux play-offs en fin de saison. Moselle TV sera évidemment sur place pour vous faire vivre le match dès 19h50 avec les commentaires de Mathieu Anquinet et Jean Milon. Si le sport n'est pas votre tasse de thé, pensez aux nuits de la lecture. Elles reviennent pour la 7e édition. Patrick Thiel, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire de Metz en charge de la culture. Ce soir, nous allons mettre en lumière la 7e édition des Nuits de la lecture. Ça se passe du 20 au 22 janvier. Est-ce qu'on pourrait déjà préciser le but de cette rencontre ? Alors c'est la 7e édition que vous venez de dire, et puis alors le but c'est de ramener, je dirais, chacun vers le livre. Alors on sait qu'on est beaucoup sur les écrans, y compris les sympathiques, ceux de notre télé, notamment pour Moselle TV, mais aussi lire un peu, et lire on peut le faire à tout moment, je le dis, y compris lire de la poésie entre deux destinations, je dirais, du métis par exemple. Ce sont des lectures très simples et ça met de la joie au cœur. Alors là, c'est plus la joie, c'est la peur. Oui, c'est le thème de cette édition, la peur. Pourquoi ? Eh bien, écoutez, c'est un thème qui a été choisi par le ministère de la Culture, c'est national, c'est journée de la lecture, et je crois qu'on est dans une époque où on a beaucoup peur. On a peur du climat, on a peur de la guerre en Ukraine, on a peur des changements qui nous affectent, on a peur, je dirais, à la fin du mois, compte tenu des difficultés aujourd'hui économiques pour tout le monde. Oui, on a peur, mais on a peur depuis longtemps, et ça peut être amusant. Quand on était enfant, on avait peur de la sorcière. J'entendais tout à l'heure que certains joueurs avaient un bâton, je dirais, entre les jambes, comme nos sorcières qui se promènent, je dirais, à cheval sur leur parapluie ou voilà. Eh bien, on retrouvera ces peurs de l'enfance autour de ces lectures, mais j'ajoute tout de suite que, je dirais, ces journées sont prévues à la fois pour les petits jusqu'aux personnes du 3e âge, largement. J'allais y venir, c'est pour tous les publics finalement, un public scolaire aussi ou pas du tout ? Oui, parce qu'on fait par exemple appel aux CM1 et aux élèves du CM1, CM2 de l'église, pas de l'église, mais de l'école Sainte-Thérèse. Et je les remercie d'ailleurs parce qu'ils se sont entraînés pour faire des lectures et ça sera dès le premier jour, vendredi. Alors la programmation est très, très variée, de nombreux rendez-vous avec plein de formats différents, des ateliers créatifs, des stands de maquillage, des spectacles, dans 3 espaces à Metz, des médiathèques et le nouvel espace Arrobase également. Est-ce que c'était important aussi d'ouvrir ces lieux d'une autre manière ? Oui, alors on a à la fois les lieux de lecture dans toutes nos médiathèques que tout le monde connaît, où il se passera tout le temps quelque chose sur ces 3 jours, mais également l'Arrobase. L'Arrobase, on voit vos images, c'est, je dirais, le côté numérique aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que dans médiathèque, il y a médias, et qu'on ne trouve pas que des livres ou des revues, on y trouve aussi des disques, des DVD, c'est le cinéma, et bien sûr, nous avons ce nouvel espace qui a été inauguré il y a très très peu de temps. Alors, c'est juste en face de l'ouverture de Verlaine, la grande médiathèque centrale, et je dis c'est peut-être un bon moyen d'aller voir ce qui se passe à l'Arrobase. On peut à la fois avoir des jeux vidéo et puis même construire des choses en 3D, par exemple. C'est extrêmement intéressant, mais là, ça sera bien sûr sur le thème de la peur. Alors pour tout connaître de la programmation, je vous invite à vous rendre sur le site internet de la ville de Metz, en mairie, mais également au cœur des médiathèques Verlaine, de l'Agora et
à l'arrobase, comme on vient de le dire, pour cette 7e édition des Nuits de la Lecture, donc du 20 au 22 janvier prochain. Je rappelle quand même que certains rendez-vous sont sur inscription, donc il va falloir vous inscrire à l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran, service au public au pluriel @mairie-metz.fr. Merci beaucoup Patrick Thiel pour votre venue et bonne nuit de la lecture. Et oui, et on se fera peur à lire. Et pour finir cette édition, nous vous présentons Alban Bisiello, le nouveau visage de la Fédération des commerçants de Metz. Il remplace à la présidence Gilles Bord, qui avait pris ses fonctions en décembre 2020. Alban Bisiello est l'actuel gérant du magasin de cuisine haut de gamme Pérenne, boulevard de Trèves, et est associé pour l'enseigne Bultop, installée rue Pasteur. Merci beaucoup d'avoir été attentifs. Dans un instant, retrouvez Dragon Mac pour tout connaître de l'actualité du monde du handball. Et à 19h, un hommage sera rendu à Marianne Wallace, doyenne des commerçants de Metz, qui nous a malheureusement quittés ce mardi. Une programmation variée pour passer une soirée tous ensemble. Très bon week-end et surtout, portez-vous bien.